Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien ce mardi et nous voilà repartis pour un nouvel épisode de Dev Café. Et n'empêche qu'on est bientôt à la 200e car aujourd'hui on est au 183e épisode et c'est dur à dire. Et si c'est la première fois que vous débarquez à 183 épisodes ou pas, vous ne savez pas du tout ce qu'est Dev Café, et bien tout simplement c'est une vidéo quotidienne qui résume en 10 minutes les principales actualités à connaître autour du développement. D'ailleurs voilà un petit aperçu des sujets du jour car il y aura du Flutter, un peu de CNIL et aussi un peu de Google Play. Et d'ailleurs je m'excuse d'avance, ce sera peut-être pas les toutes dernières infos, mais vu que j'ai vu que l'immeuble d'en face il doit avoir l'électricité qui est coupée, je préfère prendre les devants. Mais bon, rassurez-vous, le contenu sera quand même intéressant, et d'ailleurs on commence tout de suite. Pour commencer, on va évoquer Flutter, et ça faisait un petit moment d'ailleurs que je vous en avais pas parlé, et je vous parle ici justement de la solution qui s'appelle Shortbird, et qui permet de mettre à jour à distance les applications sans avoir à passer par le Google Play ni par l'App Store. Alors en tant que telle, la bêta elle suit son cours, mais ce qui m'a plutôt intéressé, c'est un commentaire dans le thread Reddit qui demande pourquoi ce n'est pas Google directement qui le propose dans Flutter, voire même dans Android. Et Jonia Williams, qui bosse chez Google à la fois en contribuant à Dart et à Flutter, il nous donne son explication, et ça se traduit simplement par « parce que Google est une grande entreprise qui a une grande aversion pour le risque ». Alors si toutefois vous n'êtes pas trop sûr du mot aversion, c'est tout simplement qu'ils ont de la répulsion à l'idée de prendre un tel risque, et ça se comprend tout à fait car mettre à jour à distance c'est pratique certes, mais comme le dirait l'expression, eh bien c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est donc pour ça aussi qu'il n'y a rien de tel sur Android, en tout cas pas de manière officielle. On continue avec un autre sujet autour de Flutter, mais qui sera bientôt disponible pour les autres plateformes, puisque ça concerne Rive, qui pour rappel est un outil pour facilement réaliser des animations, et c'est compatible aujourd'hui avec le web, le React, Unity, et bref, un peu plein de choses en général. Mais comme je vous l'ai dit, ici ça ne concerne que Flutter, et concrètement il s'agit du GameKit, qui permet de créer bien plus que des animations, mais carrément des jeux grâce à leur Rive Renderer. Pour le moment ce n'est disponible qu'en Technical Preview, mais comme vous pouvez le voir dans ce jeu de zombies, tout a été créé avec l'outil, et c'est super fluide. Bon, bien sûr, c'est plutôt un outil pour les designers, mais ça sera aussi en collaboration avec nous, les développeurs. Malheureusement, pour l'utiliser, le plan gratuit n'y donne pas accès et il faut à minima opter pour le plan appelé Studio qui coûte 14$ par utilisateur et par mois, mais ça reste quand même assez moins cher, on va dire, que la moyenne de ce genre d'outil. Et je vais ensuite poursuivre en vous parlant du Google Play et du calvaire que subit en ce moment le développeur de Tasker. Si toutefois vous ne connaissez pas cette appli, c'est un outil qui permet de créer des automatisations un peu à l'image des Siri Shortcuts, mais en beaucoup plus puissant et par contre peut-être avec une interface un peu plus rustique si je puis dire. Sauf que le développeur, il aimerait bien mettre à jour son application sur le Google Play et malheureusement il est bloqué, car on lui fait le reproche au niveau de l'affiche du Data Safety que potentiellement le numéro de téléphone est exploité. Il a alors fait une nouvelle version de son application avec un énorme disclaimer au lancement pour forcer l'utilisateur à bien donner son consentement. Mais là maintenant on lui reproche non seulement de pouvoir uploader des photos, mais aussi d'avoir accès aux SMS. Bon là encore, il a fait un disclaimer encore plus violent, mais à ce rythme, s'il faut montrer patte blanche sur chaque donnée que l'application peut manipuler, et il est pas rendu, car en gros Tasker, ça peut faire tout et n'importe quoi. Bref, j'essaierai de vous donner la suite si Google ait fait continuer son petit feuilleton. Et toujours sur le Google Play, je vous avais dit qu'en Inde, l'autorité de la concurrence n'aimait pas le monopole de Google, et après les multiples péripéties et les appels, si je vous résume, Android doit autoriser les boutiques tierces, mais le Google Play ne doit pas les héberger. En gros, finalement, c'est un peu la situation d'aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que Walmart, qui est une très grande chaîne de magasins aux États-Unis, ils ont financé une fintech indienne qui s'appelle PhonePe, qui va justement lancer sa boutique d'applications Android en Inde. Et l'idée étant bien sûr que tout passe par le moyen de paiement de PhonePe. A priori, ils ont l'air assez sérieux car ils prévoient d'être intégrés sur les téléphones de Xiaomi ou encore de fournir un support de 12 langues et un support 24/7. Bon, je sais qu'à première vue, vous allez me dire que vous n'en avez rien à secouer. Mais en fait si, car si vos utilisateurs commencent à migrer sur des boutiques tierces et que vous devez faire ça pour chaque pays, je crois que les DevOps vont péter un véritable plomb. Comme quoi, les boutiques d'appli tierces, elles auront peut-être leur revers de médaille. Et pour finir avec ce volet mobile, la semaine dernière je vous avais parlé d'un outil totalement bullshit qui disait qu'il mettait de l'IA dans les tests des applis mobiles, mais bon, je pense finalement avoir trouvé un vrai service qui propose ça, mais le revers de la médaille c'est que c'est derrière une liste d'attente. Concrètement, derrière la démo qu'il donne et que je vous montre, vous devriez donner un prompt du type « rentre le login et le mot de passe avec telle et telle info », et lui il comprendrait qu'il faut cliquer à tel endroit et rentrer les éléments et ensuite ainsi de suite. Bref, vous m'avez compris en fait. Je n'ai pas pu tester et j'ai essayé quand même de les contacter, mais pour le moment c'est sans réponse. Alors éventuellement n'hésitez pas à rejoindre leur liste d'attente car bon, vous n'avez pas grand chose à perdre, et en plus ça n'a pas trop l'air d'être du bullshit.
Donc c'est pour ça en tout cas que je vous ai mis dans le petit i le lien ou encore dans la description pour que vous puissiez justement rejoindre cette file d'attente. Allez, nous voici vers le milieu de la vidéo et pour pas que vous ne vous endormiez, eh bien voici la partie en bref. On commence par Thierry Breton, un ex-dirigeant de France Télécom, mais surtout le commissaire européen au marché intérieur. Dans une interview donnée ce week-end, il a indiqué qu'en septembre, Twitter allait devoir se conformer avec les règles du Digital Services Act, indiquant même qu'il irait en personne faire un audit à San Francisco. Attention Elon, notre Thierry va être tout rouge. D'ailleurs, le fameux Chaos GPT qui a pour mission de détruire l'humanité a vu son compte Twitter suspendu, comme qui dirait Game Over. Sur un sujet bien moins drôle en revanche, je vous cite régulièrement des articles de Business Insider, mais le journal va licencier 10% de ses équipes. Une expérimentation autour de ChatGPT est prévue, mais il n'y aurait aucun rapport entre les deux annonces. Rapidement en France, Starlink ne pouvait plus opérer depuis avril 2022 car l'attribution des fréquences n'avait pas suivi le cours classique de ce type d'opération. Mais c'est désormais corrigé puisque le Go est désormais fermé définitif de la part de l'ARCEP. Et enfin, c'est une page qui se tourne car la déclinaison de VLC pour les iPhone 32 bits ne sera désormais plus maintenue. En réalité, le support aurait pu continuer, mais l'obligation de passer par Xcode 14.1 dès aujourd'hui marque ainsi sa fin. Et d'ailleurs, pour rappel, c'est bien aujourd'hui que Xcode 14.1 devient obligatoire pour publier sur l'App Store. On reprend avec des actus un peu plus généralistes et je vous avais dit que les versions Nightly de Firefox, elles pouvaient automatiquement valider les pop-up de consentement RGPD des sites. Et en parallèle, Cloudflare propose désormais sa solution pour offrir une meilleure expérience sur les sites avec ce qu'ils appellent Zaraz. Alors c'est un nom un peu bizarre, mais bon, j'ai pas de blague pourrie pour le coup, même pas une chanteuse. Bon, je vous laisse essayer de réfléchir. Dans l'idée, vous allez indiquer les outils que vous utilisez sur vos sites comme les analytics, l'A/B testing et consorts, et lui, il vous donnera en retour tout le code pour afficher ça, et bien sûr sans dark pattern. Et en plus, c'est gratuit, il vous offre aussi les stats par-dessus. Bref, Cloudflare, il faut quand même avouer qu'ils font un très beau boulot. Et à être sur cet aspect web, j'ai découvert ce qui s'appelle le GRAD, et je suis pas convaincu que vous connaissiez, et c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Concrètement, quand vous avez des polices, il est possible d'avoir plusieurs déclinaisons, et c'est ce qu'on appelle les weights. Sauf que généralement, les polices les plus grasses, elles vont faire que la taille de chaque caractère va être plus ou moins grand, et donc potentiellement casser vos designs. C'est pour ça qu'en CSS, vous pouvez définir les variations de la police, et notamment le grade. Et concrètement, vous n'avez qu'une seule déclinaison de la police, et en jouant sur le grade, eh bien ça va rendre les caractères plus ou moins larges. Et d'ailleurs, dans la même veine, il existe un ITOL, un length, le bounce et le spac. Mais bon, plus sérieusement, ça désigne l'informalité, le bounce et le spacing. Par contre, il faut bien sûr que les polices le gèrent. Bref, je vous ai mis le lien vers l'outil qui permet de tester tout ça, et j'espère que vous aurez appris cette petite astuce en CSS. Et d'ailleurs, on voit bien que ce sont des Anglais qui ont inventé ces mots, car en français on parle de police et de grade. Je crois qu'il y a un petit message caché. Et maintenant, sur un sujet radicalement, je vous indiquais hier que PyPy, le gestionnaire de backend en Python, avait annoncé un truc en fanfare pour pas grand chose, mais il y avait une deuxième nouveauté cachée qui, pour la peine, est beaucoup plus intéressante, à savoir l'arrivée des comptes pour les organisations, ou dans le sens entreprise, si vous préférez. L'idée est que désormais, si des équipes gèrent plusieurs paquets ou alors qu'il y a plusieurs mainteneurs derrière, il sera plus simple de centraliser la gestion avec, donc de ces organisations. L'avantage est aussi double, à savoir faciliter la publication, mais aussi pour la Fondation Python de récolter quelques sous-sous au passage. Mais bien sûr, les projets open source, ils n'auront rien à payer dans cette histoire. En tant que tel, il n'y a rien qui n'est obligatoire, mais a priori, il n'y a que des avantages à basculer là-dessus, et donc je vous invite à le faire. Et pour terminer, je vais vous parler un peu de droit, mais rien de bien compliqué puisque ça concerne le RGPD, et plus particulièrement que le Comité européen de la protection des données, il a fait évoluer certaines lignes directrices. Il en ressort que la notion de chef de file désigne bien la notion d'établissement principal et non plus des filiales. Ensuite, si toutefois un utilisateur demande accès à ces données, vous avez maintenant un doc à disposition pour savoir quelles informations il faut fournir, sous quel format, etc. etc. En vrai, je vous dis ça, mais le doc il fait 60 pages avec quasiment que du texte, autant dire que j'ai vite eu mal à la tête, mais surtout n'hésitez pas à l'apporter à votre DPO, je suis sûr qu'il en sera ravi. Et enfin, dans les nouveautés, il y a aussi des précisions sur la manière dont les notifications sur les violations de données sont faites par les utilisateurs au CNIL, si toutefois les entités elles sont situées en dehors de l'espace économique européen. Car je vous avais expliqué que généralement si une société elle n'a aucun établissement en Europe, eh bien les CNIL elles étaient généralement impuissantes face aux fuites des données personnelles. Si je vous résume tout ça, côté développement, il ne devrait pas y avoir de modifications à faire, mais c'est toujours bien de vous maintenir à jour. Et puis si vous n'avez vraiment rien à faire du tout, eh bien je vous ai mis le beau doc de 60 pages à lire, il est dans la description. Mais bon, j'ai quand même mieux que ce document car je suis tombé sur un jeu qui est d'ailleurs un peu en rapport avec la CNIL, car vous avez pour mission de toujours refuser les conditions d'utilisation.
mais il y a forcément plein de Dark Patterns et vous avez 29 défis à remplir. Alors n'hésitez pas à jouer et éventuellement à mettre vos scores dans les commentaires si vous en êtes fiers. Et je vous ai mis là aussi le lien dans le petit i pour y accéder. Et voilà, c'est malheureusement fini pour aujourd'hui, mais j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. D'ailleurs, pour info, cette semaine, on devrait avoir les rapports financiers trimestriels de Microsoft, Google, Meta et Amazon, mais je vous en dirai plus une fois qu'on aura toutes les données, parce que sinon il y aura des chiffres dans tous les sens, des millions, des milliards, on comprend jamais rien. Voilà, donc finalement, place maintenant à mon fameux, n'oubliez pas de liker la vidéo, tout ça, mais d'ailleurs, je voulais quand même vous préciser que j'ai fait des petits badges avec le logo de DevCafé. Alors si toutefois, à la fin de la semaine, vous êtes à Android Makers, et bien surtout, n'hésitez pas à m'en demander, car je serais ravi que vous fassiez de la pub pour DevCafé. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est la fête des marques, donc surtout pensez bien à leur souhaiter. Et j'ai plus qu'une chose à vous dire, à savoir que j'espère que vous allez rayonner de bonheur en ce mardi. Bon ok, j'en fais peut-être un tout petit peu trop, et rendez-vous à demain.